Vincent Dubois avait bâti une vie de luxe à Paris où, lors d'une soirée fraîche, la ville vibrait au rythme des klaxons, des néons scintillants et des flots de passants pressés. Dans son élégant appartement terrasse, surplombant le jardin des Tuileries, il se détendait dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. Homme d'une richesse colossale et d'un pouvoir indéniable, propriétaire d'un vaste empire immobilier, Vincent affichait une arrogance glaciale, persuadé que l'argent comptait toujours plus que l'amour. Claire, son épouse, était assise près de la cheminée, jouant nerveusement avec l'ourlet de sa robe. Depuis plusieurs jours, elle voulait annoncer la nouvelle qui alourdissait son cœur, mais à chaque fois qu'elle croisait le regard froid et calculateur de Vincent, elle hésitait. Pourtant, ce soir-là, elle ne pouvait plus attendre. Prenant une profonde inspiration pour se donner du courage, elle s'avança et dit doucement : « Vincent, j'ai quelque chose de très important à te dire. » Il ne leva à peine les yeux de son verre et répondit d'un ton plat : « Vas-y. » D'une voix tremblante, Claire murmura : « Je suis enceinte. » Un long silence s'installa. Vincent posa son verre et fixa Claire de ses yeux impassibles. Au lieu de la moindre joie, un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres lorsqu'il répéta : « Enceinte ? Et tu t'attends à ce que je croie que ce bébé est le mien ?» Le cœur de Claire se serra, et elle protesta, la voix brisée. « Vincent, bien sûr que c'est le mien. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Pourquoi mentirais-je » À ces mots, Vincent se leva brusquement, sa silhouette imposante se détachant dans la pénombre. « Ne fais pas ton innocence, Claire. Ma mère m'avait mis en garde contre toi dès le début, » répliqua-t-il avec mépris. « Tu disais toujours que ce qui t'intéressait, c'était mon argent, » rétorqua Claire, les larmes commençant à couler. « Ta mère ne m'a jamais accepté. Elle voulait que tu épouses quelqu'un de notre milieu, » lança Vincent, une amertume contenue dans son rire. « L'amour ? Ne me fais pas rire. Tu crois qu'un enfant va te forcer à m'aimer, à te donner droit à une part de ma fortune ?» Claire secoua la tête, incrédule. « Je ne veux pas ton argent, Vincent, » dit-elle fermement. « Je voulais simplement partager ma joie avec toi. J'ai cru que tu serais heureux. » S'approchant au point que leurs visages se rejoignaient presque, il répliqua d'un ton dur : « Je ne te fais pas confiance, Claire, et je ne te laisserai pas me retenir avec un enfant. » Instinctivement, elle porta la main sur son ventre, protégeant la vie qui grandissait en elle, et supplia : « S'il te plaît, Vincent, ne fais pas ça, c'est notre bébé. » Mais sa décision était prise. Il fouilla dans sa poche, sortit un chéquier, y inscrivit un montant et déclara : « Prends ça et pars. Tu n'auras plus jamais à te soucier d'argent. » Regardant le chèque avec horreur, Claire murmura : « Tu crois vraiment qu'on peut acheter quelqu'un ? Tu penses que j'échangerai notre enfant contre un bout de papier ?» Le visage de Vincent se durcit. « Si tu ne veux pas l'argent, alors prends rien du tout. Tu ne resteras pas ici. Fais tes valises et pars. » Ces mots étaient définitifs, et un frisson glacé parcourut l'échine de Claire. À cet instant, elle comprit que l'homme qu'elle avait aimé n'était plus qu'un souvenir. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la chambre, les larmes aux yeux, rassemblant en hâte une petite valise. Cet appartement, où ils avaient bâti leurs rêves, la rejetait désormais comme une étrangère indésirable. Devant la porte, Vincent l'attendait, les bras croisés. « Ne reviens jamais », dit-il d'un ton monotone. Claire le regarda une dernière fois, espérant y déceler ne serait-ce qu'une once de regret, mais ne vit que le vide. Le cœur lourd, elle quitta l'appartement et s'engagea dans la nuit glaciale. Sans famille à proximité, ses proches résidaient à Lille, et sans amis à Paris, elle erra dans les rues animées de la capitale, où les lumières de la ville et les trottoirs bondés accentuaient le vide intérieur. En se tenant contre son ventre, elle murmura : « Je prendrai soin de toi, mon bébé, quoi qu'il arrive. Je ne te laisserai pas souffrir. » Au fil de la nuit, la dure réalité s'imposa. Elle n'avait plus de foyer, ni d'argent, ni personne sur qui compter. Pourtant, au cœur de ce désespoir, sa détermination grandissait. Elle se jura que,
Malgré la cruauté de Vincent, elle survivrait et élèverait son enfant dans l'amour, même si cela signifiait affronter le monde seule. Elle ignorait encore que, 20 ans plus tard, le destin la ramènerait face à l'homme qui l'avait abandonnée. Mais cette fois-ci, les rôles seraient inversés. Les jours suivants, Claire arpenta les rues froides de Paris, le vent mordant, son manteau léger. Les immeubles qui symbolisaient jadis l'espoir et l'ambition n'étaient plus que de cruels rappels de la vie qui s'était effondrée en quelques heures. L'homme, en qui elle avait mis tout son cœur, l'avait rejeté sans la moindre hésitation. Serrant son ventre, elle sut qu'elle devait rester lucide, pour elle et pour son bébé. Finalement, Claire se rendit à la gare routière de Paris et trouva un banc tranquille où s'asseoir. Épuisée après des heures de déambulation, elle s'effondra, tandis que le reste du monde continuait sa course, indifférent à l'arrêt de son temps. Elle ferma les yeux pour étouffer le vacarme ambiant, mais le sommeil se faisait rare. La faim lui rappelait douloureusement qu'elle n'avait pas mangé depuis le matin, et manger coûtait de l'argent, qu'elle n'avait plus. À l'aube, elle comprit que Paris était trop cher pour rester. Chaque coin de rue évoquait le souvenir de Vincent. Ayant besoin d'un nouveau départ, elle pensa à une vieille amie d'université, Nathalie, qui vivait à Lyon et qui lui avait toujours tendu la main. N'ayant pas d'autres options, elle se dirigea vers la gare routière. Au guichet, les mains tremblantes, elle demanda un billet pour Lyon, presque en chuchotant. Lorsque l'employé lui demanda si elle souhaitait un aller-retour, elle murmura qu'un seul sens suffisait. Il ne lui restait plus rien ici. « Cela coûtera 120 €, lui annonça l'employé en tapotant sur son écran. Le cœur de Claire se serra. Elle n'avait absolument rien. La fierté mise de côté, elle s'approcha d'une dame d'âge moyen et demanda si elle pouvait lui prêter un peu d'argent. La femme détourna rapidement le regard en murmurant une excuse et s'éloigna. Sans se décourager, Claire sollicita l'aide d'un homme âgé, d'un cadre et même d'un jeune couple, mais ne reçut que des regards gênés et des refus muets. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, un homme grand et mince, aux yeux doux, lui tapa l'épaule. « Bonjour, je viens de Lyon », dit-il d'un ton aimable. Rougissante, elle répondit « J'ai besoin de 120 €. » Sans hésiter, il sortit son portefeuille et lui remit exactement cette somme. « J'ai connu des moments difficiles, moi aussi, » déclara-t-il simplement. « Promets-moi juste que, quand tu pourras, tu tendras la main à quelqu'un d'autre. » Submergée par la gratitude, Claire promit. « Je te le promets. Merci beaucoup. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi. » En moins d'une heure, elle était à bord du bus, regardant Paris s'éloigner au fil des kilomètres. Incertaine de ce que lui réservait Lyon, si Nathalie l'accueillerait ou comment elle survivrait, Claire ressentait pour la première fois depuis l'acte impitoyable de Vincent un mince espoir. Arrivée à Lyon le lendemain matin, un mélange de nervosité et d'optimisme prudent l'envahit. Elle se souvenait d'une vieille carte postale, de l'adresse de Nathalie, même si elle n'avait pas de téléphone pour prévenir. En descendant du bus, elle prit une grande inspiration de l'air frais. Lyon semblait différente de Paris, moins effervescente, mais d'une chaleur singulière. Prenant un taxi avec ses dernières économies, elle donna l'adresse et observa. Le véhicule arpentait les rues. Arrivée dans un modeste immeuble du quartier du Vieux-Lyon, elle hésita un instant. Et si Nathalie avait déménagé? Et si elle ne se souvenait même plus d'elle? Rassemblant tout son courage, elle frappa à la porte. Quelques instants s'écoulèrent avant que celle-ci ne s'ouvre. Les yeux de Nathalie s'illuminèrent en apercevant Claire. « Oh mon Dieu, Claire !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas où aller. » Sans hésiter, Nathalie l'enlaça chaleureusement et dit « Entre, vite !» Le petit appartement était cosy, empli de livres, de photos encadrées et de l'odeur enivrante d'un café fraîchement préparé. Nathalie guida Claire vers un canapé, lui couvrit d'une couverture et lui demanda doucement « Raconte-moi tout. » Le visage empreint d'inquiétude, Claire commença à narrer tout ce qui s'était passé. Le mépris de Vincent, l'inattendu de la grossesse et le choc d'avoir été chassée sans prévenir. Nathalie écoutait en silence, les yeux enflammés d'indignation devant l'injustice. «
Tu mérites tellement mieux, Claire, murmura-t-elle. Essuyant ses larmes, Claire avoua. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai ni travail, ni... chez moi, et je ne peux imaginer élever mon enfant dans la rue. Nathalie lui serra la main avec tendresse. Tu n'es pas seule. Tu peux rester ici aussi longtemps qu'il le faudra, et ensemble, nous trouverons une solution. Au fil des semaines, Claire s'adapta peu à peu à sa nouvelle vie à Lyon. L'appartement de Nathalie devint son refuge, un havre de paix où elle pouvait enfin respirer sans peur. Chaque matin, le parfum du café et le murmure lointain de la ville lui rappelaient la chaleur humaine qui lui manquait tant. Pourtant, malgré toute cette bonté, Claire savait qu'elle ne pourrait pas compter sur Nathalie éternellement. Elle devait se relever, gagner sa vie et se préparer pour l'arrivée du bébé. Sans économie et sans diplôme, ses options étaient limitées. Ses journées se résumaient à arpenter les rues du centre, remplir des formulaires d'embauche dans des cafés, des bistrots et des magasins. Rejet sur rejet, certains polis, d'autres brusques, mais elle refusait d'abandonner. Un après-midi, après de longues heures à chercher du travail, Claire entra dans un petit bistrot du quartier de la Croix-Rousse. L'odeur de croque-monsieur grillé et de pâtisserie fraîchement sortie du four emplissait l'air, et une affiche « Recrutement en cours » accrochée à la vitrine attira son attention. Désespérée, elle s'avança vers le comptoir. Une femme d'âge moyen, au regard vif et au visage fatigué, leva les yeux tout en nettoyant une tasse. « Que puis-je pour vous ?» demanda-t-elle. « J'ai vu l'annonce », répondit Claire, la voix hésitante. « Recrutez-vous toujours ?» La femme l'examina quelques instants avant de demander « Avez-vous déjà travaillé dans un café ?» Claire secoua la tête. « Non, mais j'apprends vite. J'ai vraiment besoin de ce travail. » La femme poussa un soupir et ajouta « Ce n'est pas facile et le salaire est modeste. Les clients sont parfois difficiles. Penses-tu pouvoir tenir le coup ?» Claire hocha la tête avec détermination. La femme, qui se présenta sous le nom de Sophie, lui remit un tablier en lui disant « Tu commences demain matin. Ne sois pas en retard. » Submergée de soulagement, Claire annonça la bonne nouvelle à Nathalie ce soir-là. « Tu vois, tu avances déjà, » répondit Nathalie avec un sourire. Le lendemain matin, Claire arriva en avance au bistrot, déterminée à prouver sa valeur. Le lieu était modeste, fréquenté par des livreurs, des employés de bureau et des habitants du quartier depuis des années. Le travail était dur. Prendre les commandes, remplir les verres de café, débarrasser les tables. Mais pour la première fois depuis des semaines, Claire sentit qu'elle avait un but. Jour après jour, elle économisait chaque euro, réduisait ses dépenses, se nourrissait des repas faits maison par Nathalie et préférait marcher plutôt que de prendre le bus. Cependant, les défis de la grossesse demeuraient, factures médicales, couches, vêtements et autres nécessités s'accumulaient. Un soir, après un long service, Claire s'assit avec Nathalie à la petite table de la cuisine et confia « J'ai besoin de faire plus. Ce boulot ne suffit pas. » Nathalie, qui corrigeait également des copies dans son travail d'enseignante, suggéra avec douceur « As-tu pensé à suivre des cours du soir? Quelque chose qui pourrait t'ouvrir de meilleures perspectives. » Claire soupira. « Je n'ai ni le temps ni l'argent pour ça. » Nathalie tapota légèrement la table avec son stylo et ajouta « Pourquoi ne pas te renseigner auprès d'associations? Il y a des organisations qui aident les mères célibataires avec des bourses, des formations et bien plus encore. » Cette idée raviva une étincelle d'espoir dans le cœur de Claire. Le lendemain, elle se rendit au centre de ressources pour femmes de Lyon, où elle rencontra une conseillère sympathique, nommée Élodie. Après avoir écouté son histoire, avec attention, Élodie lui remit une liste de programmes et l'assura « Tu n'es pas seul, il y a des gens prêts à t'aider. » Un cours en particulier attira l'attention de Claire, une formation courte et abordable pour travailler en secrétariat médical qui promettait de bonnes perspectives d'emploi. Déterminée à assurer un avenir meilleur pour son enfant, elle s'inscrivit immédiatement. Au fil des semaines, son ventre grandissait, tout comme sa détermination. Jongler entre le travail, les cours et les rendez-vous médicaux n'étaient pas simples, mais chaque effort était pour son bébé. Sophie, au bistrot, commença même à lui offrir une assiette supplémentaire à emporter, tandis que Nathalie restait son soutien indéfectible. Une nuit,
alors que Claire, pliant de vieux vêtements de bébé, sentit soudain une légère agitation dans son ventre. Elle s'immobilisa, porta la main sur ce petit renflement et ressentit ensuite un autre coup. Les yeux embués de larmes, elle murmura « Tu es vraiment là, n'est-ce pas ?» À cet instant, un amour immense l'envahit, faisant taire toute la douleur infligée par l'insensibilité de Vincent. Pendant ce temps, loin de Lyon, Vincent Dubois poursuivait sa vie fastueuse à Paris, inconscient de la femme qu'il avait rejetée. Son empire immobilier continuait de croître, et son nom apparaissait dans des magazines prestigieux. Les femmes allaient et venaient, sans qu'aucune ne parvienne à laisser une trace indélébile. Convaincu d'avoir fait le bon choix, Vincent considérait Claire comme une erreur, un problème qu'il avait nettoyé de sa vie. Jamais il ne se souciait du fils qu'il avait abandonné. Pourtant, le destin réserve souvent des surprises. Et Vincent n'aurait jamais imaginé que 20 ans plus tard, Claire réapparaîtrait, non pas comme la femme brisée qu'il avait écartée, mais comme une personne bien plus forte qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Au fil des années passées à Lyon, Claire réussit à rebâtir sa vie. Les mois se transformèrent en années pendant lesquelles elle créa un environnement stable, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son fils, Lucas, qui naquit à l'hôpital de la Croix-Rousse. Dès qu'elle le tint dans ses bras, ses petites mains s'agrippant aux siennes, Claire sut que sa mission était plus grande que toute la douleur infligée par Vincent. Les premières années furent les plus difficiles. Elle partageait ses journées entre de longs horaires au bistrot et ses études pour devenir assistante administrative dans une clinique, toujours soutenue par Nathalie. Certaines nuits, la fatigue était écrasante, mais le sourire endormi de Lucas valait tous les sacrifices. Quand Lucas eut 5 ans, Claire décrocha un poste à temps plein dans une clinique pédiatrique du quartier, laissant derrière elle le bistrot. Ce n'était pas une grande victoire, mais cela lui permit enfin de louer un modeste appartement de 2 pièces dans un quartier sûr. La vie restait rude, mais au moins elle était stable. Claire veillait à ce que Lucas n'ait rien à manquer, livres, vêtements chauds et parfois quelques petits plaisirs. Durant ces années, elle ne songeait presque plus à Vincent. Il y avait des moments de colère et des interrogations sur un éventuel remords de sa part. Mais avec le temps, elle comprit que s'attarder sur lui ne servirait à rien. Lui avait choisi de la laisser derrière et elle avait décidé de bâtir une nouvelle existence. Lucas grandit et devint un enfant intelligent et compatissant, héritant de la résilience et de la détermination de sa mère, bien que ses yeux, bleus perçants, héritage indéniable de son père, trahissaient à la fois douceur et tristesse. Claire lui expliquait toujours, sans amertume, ses origines, que son père l'avait abandonné avant même sa naissance et qu'il était un puissant homme d'affaires à Paris. « Les gens font des choix dont ils ne peuvent revenir en arrière », lui disait-elle souvent. Lucas, qui aimait profondément sa mère, n'insista jamais pour obtenir plus de détails sur Vincent. Lorsqu'il eut 18 ans, il devint tout ce que Claire avait espéré. Un jeune homme responsable, ambitieux, doté d'un esprit vif et d'un cœur généreux. Son admission à l'université de Paris remplissait sa mère de fierté et d'inquiétude, car le voir partir fut l'une des épreuves les plus douloureuses. Le jour où elle l'accompagna dans la capitale, elle le serra fort dans ses bras et murmura « Va, laisse ton empreinte dans ce monde, mon chéri. » Il promit d'appeler tous les jours, et alors qu'il se mêlait à la foule étudiante, elle ressentit à la fois le poids de ses sacrifices et la beauté de ce qu'ils avaient construit ensemble. Pendant ce temps, la vie de Vincent Dubois suivait un chemin différent. Son succès dans l'immobilier faisait de lui l'un des hommes les plus riches de Paris, mais ses réussites avaient un coût élevé. Au fil des années, il s'était marié 2 fois, chacun de ces mariages se soldant par un divorce amer, et avait eu des enfants dans chaque union, bien qu'il entretenait à peine de liens avec eux. Son empire lui apportait richesse et célébrité, mais aucun bonheur véritable. Il enterra son passé, convaincu que ses actes étaient nécessaires et qu'il avait tourné la page, reléguant Claire au rang de chapitre clos. Cependant, le destin, imprévisible comme toujours, avait d'autres projets. Un jour, alors que Lucas arpentait le centre de Paris, plein d'espoir pour l'avenir, il s'arrêta devant un imposant immeuble arborant l'enseigne « Investissement Dubois ».
Il avait déjà entendu ce nom grâce à sa mère. La curiosité le poussa à en savoir plus sur l'homme qui les avait abandonnés. Le cœur battant à tout rompre, il sortit son téléphone et consulta quelques articles. Les récits dépeignaient un entrepreneur impitoyable, admiré pour sa fortune mais critiqué pour son manque d'empathie. En parcourant les images de Vincent, un tourbillon d'émotions s'empara de lui. Voilà l'homme qui avait choisi le pouvoir plutôt que la famille, celui qui s'était effacé sans se retourner. Ce soir-là même, Lucas appela sa mère. « Maman, tu ne te demandes jamais s'il regrette ?» demanda-t-il doucement. Après une courte pause, Claire répondit « Peut-être, mais cela fait bien longtemps que j'ai cessé d'y penser. » Lucas resta silencieux un moment. Même si sa mère avait tourné la page, il cherchait encore des réponses. Il ne savait pas s'il voulait une confrontation, des excuses, ou simplement qu'on reconnaisse son existence. Au fil des semaines, il se documenta sur Vincent. Plus il apprenait, plus il se sentait partagé. Les récits de mariages ratés, d'enfants éloignés et de transactions commerciales brutales dressaient le portrait d'un homme qui avait bâti son empire à un prix humain exorbitant. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le quartier des affaires, Lucas prit une décision audacieuse. Il pénétra dans l'imposant bâtiment des investissements du bois, le cœur battant. Une réceptionniste élégamment vêtue, âgée d'environ 40 ans, le regarda et demanda « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, » répondit Lucas, « mais j'ai besoin de voir Monsieur Dubois. C'est important. » La réceptionniste haussa un sourcil. « Et qui êtes-vous » Après un bref instant d'hésitation, Lucas déclara d'une voix assurée « Je suis son fils ». La réceptionniste l'examina longuement, mêlant scepticisme et curiosité, comme pour déterminer si ce jeune homme disait la vérité. Lucas sentit un tourbillon d'émotions. Il était entré sur un coup de tête, et en déclarant être le fils de Vincent, tout semblait soudain irréel. La réceptionniste demanda alors une pièce d'identité. Lucas, un peu nerveux, présenta son permis de conduire. En constatant son nom de famille, hérité de sa mère, elle dit « Veuillez patienter, s'il vous plaît », et disparut derrière une porte vitrée. Seul dans le vaste hall, entouré de hauts plafonds et d'œuvres d'art soigneusement exposées, le cœur de Lucas battait la chamade. Bientôt, un agent de sécurité, grand et en costume sombre, apparut et déclara d'un ton ferme « Monsieur Dubois va vous recevoir ». Il le conduisit à travers un labyrinthe de bureaux en verre et de corridors en marbre. Enfin, ils arrivèrent, devant une large porte en bois. L'agent l'ouvrit pour révéler un bureau spacieux avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville. Derrière un bureau noir et élégant se trouvait un homme que Lucas n'avait connu que par les journaux et la télévision. Vincent Dubois. Vincent leva les yeux de son ordinateur, ses perçants yeux bleus se plissant en observant Lucas. Malgré les années, il y avait dans son regard une lueur que Lucas reconnaissait dans le sien. Le visage de Vincent affichait désormais des rides et des mèches grises, mais il émanait encore de lui cette aura de puissance qui avait fait sa renommée dans le monde des affaires. Longtemps, il observa Lucas, l'expression indéchiffrable. Puis, d'une voix froide et distante, il demanda « Qui es-tu » Le ventre de Lucas se noua, mais il garda son calme. « Je m'appelle Lucas Martin », répondit-il posément, avant d'ajouter « Je suis ton fils ». Les doigts de Vincent, posés sur le clavier, se crispèrent légèrement lorsqu'il dit « Je n'ai pas de fils ». Lucas laissa échapper un rire amer. « Je m'imaginais bien que tu dirais ça », répliqua-t-il en s'avançant. « Tu as abandonné ma mère alors qu'elle était enceinte de moi. Tu l'as rejetée comme si elle ne valait rien, et elle m'a élevé seule, travaillant sans relâche pour me donner une chance dans la vie. Et pendant tout ce temps, tu as fait comme si nous n'existions pas. » Vincent soupira, comme s'il rassemblait ses pensées. Il se leva et fit le tour du bureau. De près, Lucas distingua une hésitation dans son regard. « Claire Martin », murmura Vincent pour lui-même. C'était son nom. Il reposa ensuite son regard sur Lucas, et pour la première fois, un éclat de reconnaissance se fit sentir, mêlé à une froide indifférence.
Elle n'a jamais cherché à me contacter, ajouta-t-il. Lucas serra les poings et répliqua d'un ton ferme. Alors pourquoi aurait-elle voulu le faire? Tu as clairement montré qu'elle n'était pas la bienvenue. Tu l'as jetée dehors sans rien. Vincent, se frottant le visage, paraissait épuisé, non seulement par le stress des affaires, mais par quelque chose de plus profond. Tu ne devrais pas être ici, dit-il finalement. La colère de Lucas éclata. Parce que ça te dérange? Parce que ça gâche la vie parfaite que tu t'es construite? Vincent secoua la tête et dit « Je ne suis pas venu pour de l'argent. Je ne veux rien de toi. J'avais juste besoin de te voir, de comprendre comment un homme peut abandonner son propre fils sans jamais se retourner. » Pendant un long moment, Vincent resta silencieux. Puis, d'une voix basse, il déclara « Tu crois que c'était facile? Que je n'y ai pas pensé ?» Lucas le fixa, incrédule. « Si tu y avais vraiment réfléchi, tu aurais agi en conséquence. » Vincent laissa échapper un rire amer. « Qu'attendais-tu » ? J'étais jeune, ambitieux, et pas du tout prêt à devenir père. Après une pause, il demanda « Si j'avais voulu m'impliquer, si j'avais tenté d'être présent dans ta vie, crois-tu que Claire m'aurait accepté ?» Lucas hésita, se rappelant que sa mère n'avait jamais voulu le retour de Vincent dans leur vie. « Tu n'as même pas essayé, » murmura Lucas. « Voilà la grande différence, » admit Vincent, son expression s'adoucissant légèrement. Lucas prit une profonde inspiration, comprenant qu'il était venu en quête de réponse, bien que celle-ci ne correspondait pas à ce qu'il espérait. Son père n'était pas un monstre. Il était simplement un homme faillible et égoïste qui avait pris une décision il y a bien longtemps. « Je ne sais pas ce que j'attendais », confia Lucas en secouant la tête. « Je suppose que j'avais juste besoin de le voir de mes propres yeux. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte pour partir, Vincent appela « Lucas !» Lucas s'immobilisa, la main toujours posée sur la poignée. Vincent hésita un instant avant de demander « Qu'est-ce que ta mère pense que tu fais ici ?» Lucas serra les poings, croisa le regard de son père et répondit « Elle ne le sait même pas. Je crois qu'elle a cessé de se soucier de toi il y a bien longtemps. » Sur ces mots, Vincent s'éloigna, laissant Lucas seul dans ce vaste bureau, contemplant une lumière qu'il n'avait jamais vraiment connue. Dehors, Lucas quitta le bâtiment, des investissements du bois, et affronta l'air frais d'un automne parisien, l'esprit en proie à 1000 émotions. La rencontre l'avait vidé, comme s'il avait poursuivi quelque chose qui n'existait pas. Pendant des années, il avait imaginé une confrontation théâtrale avec l'homme qui l'avait abandonné. Mais la réalité s'avéra bien moins spectaculaire. Son père n'était ni un vilain impitoyable, ni un homme repentant implorant. Le pardon, c'était simplement un entrepreneur qui avait fait un choix et qui vivait avec, sans excuse ni explication, juste une froide acceptation du passé. Cette indifférence faisait plus mal qu'un rejet ouvert, laissant Lucas se sentir complètement seul. Il erra dans les rues animées, tandis que le bruit des taxis et des conversations se mêlait en un bourdonnement incessant. Bien que son téléphone vibrait de messages de sa mère, Lucas les ignora, sachant qu'elle se demanderait pourquoi il ne répondait pas. Finalement, il trouva refuge sur un banc au jardin du Luxembourg, où l'air frais, le parfum des feuilles tombées et la vue des promeneurs absorbés par leur monde lui offrirent un moment de répit. Pensant à sa mère, aux longues nuits, où elle travaillait à 2 emplois, manquant des anniversaires et des réunions d'école, mais toujours présente quand il en avait besoin, Lucas consulta enfin ses messages. Comme prévu, il y avait plusieurs appels manqués et textos, dont un simple « Appelle-moi, c'est important ». Le cœur serré, il composa le numéro. Au 3e son de la sonnerie, la voix rassurante de sa mère répondit « Lucas, où étais-tu ? J'ai essayé de te joindre toute la journée. »« Désolé, maman, » dit-il en se frottant le front. « J'avais juste besoin de réfléchir un peu. » Après un bref silence, elle demanda doucement « Où te trouves-tu ? » ?»« En ville, » répondit-il, incertain de combien il devait dire. Après un moment, elle ajouta « Tu es allé le voir, n'est-ce pas ?» Lucas soupira et dit « Oui,
Un long silence s'installa avant qu'elle ne murmure. Je savais que ce jour viendrait. Fronçant les sourcils, Lucas demanda. Tu n'as jamais essayé de le contacter? Elle laissa échapper un petit rire. Non, j'étais trop jeune, le cœur brisé et trop fier pour quémander qu'un homme aime son propre enfant. En vérité, je n'ai jamais voulu qu'il fasse partie de ta vie s'il ne le voulait. Pas, tu mérites mieux, mon chéri. La voix de Lucas se brisa. Tu ne m'as jamais vraiment parlé de lui. Tout ce que je savais, c'est qu'il était parti, expliqua-t-elle simplement. Et je voulais juste que tu saches que tu as toujours été suffisant pour moi. Pour la première fois ce jour-là, Lucas ressentit une clarté profonde. Peut-être n'avait-il pas besoin de confronter Vincent pour obtenir le dénouement qu'il cherchait. Les réponses étaient en lui, dans l'amour et la force que sa mère lui avait toujours donnée. Après un dernier regard au jardin, il déclara « Je rentre à la maison ». Sa mère soupira, soulagée. « Je serai là ». Avec une ultime inspiration, Lucas prit le métro. Pendant des années, il avait cherché justice, reconnaissance, voire vengeance. Mais au final, rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'avait jamais eu besoin de Vincent Dubois, ni hier, ni aujourd'hui, et il pouvait enfin commencer à vivre sa vie à sa manière. De retour dans son modeste appartement du centre, Lucas contemplait l'horizon scintillant de la ville à travers de grandes baies vitrées. La rencontre avec son père l'avait laissé rempli de confusion, de colère et d'une tristesse indescriptible. Il avait toujours imaginé que, s'il retrouvait Vincent, il ne ressentirait que de la haine. Il avait idéalisé la confrontation, se tenant droit, fier de ses réussites, pour faire regretter à son père de les avoir abandonnés. Mais la réalité s'avérait bien plus complexe. Son père, désormais malade et dépouillé de l'arrogance d'antan, était hanté par le remords, et cela changeait tout. Dans les jours qui suivirent, Lucas se plongea dans son travail. Réunions, gestion d'investissement, tout pour occuper son esprit et chasser l'image de Vincent. Pourtant, malgré ses efforts, l'idée de la mort imminente de son père le tourmentait. Sa mère, Claire, appelait régulièrement, pressentant que quelque chose n'allait pas. Mais Lucas ne savait comment aborder le sujet. Elle avait déjà tant souffert. Mais en lui subsistait ce besoin de réconfort, le souvenir de la femme qu'il avait élevée avec tant d'amour. La troisième nuit après cette rencontre, Lucas se retrouva au volant, parcourant les rues de Paris, poussé par une force intérieure vers l'hôpital où son père était soigné. Il ne savait pas vraiment pourquoi il y allait, mais quelque chose en lui l'en empêchait. En arrivant, il découvrit Vincent dans une petite salle, assis sur son lit. Le corps, autrefois vigoureux, semblait désormais fragile, et ses yeux, malgré la fatigue, s'illuminèrent en apercevant Lucas. « Je ne pensais pas que tu viendrais », admit Vincent d'une voix rauque. Lucas hésita avant de s'approcher. « Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis venu », confessa-t-il. Vincent fit signe à Lucas de s'asseoir à côté de son lit, et après un long silence chargé de non-dits, Lucas demanda enfin « Raconte-moi tout ». Pour la première fois, Vincent parla avec une sincérité désarmante. De son enfance dans un monde où l'argent faisait loi et où les sentiments étaient perçus comme une faiblesse. De la façon dont il avait rencontré Claire et de l'amour égoïste qu'il lui portait, sans jamais risquer de compromettre sa vie bien établie. Il avoua qu'en apprenant la grossesse de Claire, il avait été pris de panique, non pas par crainte d'être père, mais par la peur de perdre le train de vie qu'il avait si durement acquis. Au fond de lui, il savait que la vérité était tout autre. Il les avait abandonnés par pure lâcheté, et non par nécessité. Tandis que Lucas écoutait, un tourbillon d'émotions le submergea. Pendant des années, il avait cru que son père ne s'était jamais soucié de lui, mais aujourd'hui il voyait un homme brisé bien avant même sa naissance. Malgré toute la colère qui subsistait, Lucas ne pouvait ignorer la douleur dans la voix de Vincent. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes », dit finalement Vincent, la voix tremblante. « J'avais juste besoin que tu saches combien je le regrette. » Lucas avala difficilement sa salive. Des années d'attente pour ces mots, et même si rien ne pouvait effacer le passé ni guérir la souffrance de sa mère, peut-être cela l'aiderait-il à avancer sans tant de rancœur.
Dans les semaines qui suivirent, Lucas rendit fréquemment visite à Vincent. Leurs conversations devinrent plus profondes, abordant affaires, vie et les années perdues. Ce ne fut ni facile ni parfait, mais cela avait un sens. Claire s'inquiétait de ces rencontres, mais elle avait confiance en le choix de son fils. Un soir, alors que Lucas était assis au chevet de Vincent, le vieil homme le regarda avec des yeux fatigués, mais apaisés, et dit « Je n'ai jamais été le père que tu méritais, mais durant ces derniers jours, tu m'as permis d'être un peu ce que j'aurais dû être. » Lucas sentit un pincement au cœur. Jamais il ne l'avait appelé « papa ». Et peut-être ne le ferait-il jamais. Mais à cet instant, il serra la main de Vincent, dans un geste qui se voulait un pas vers le pardon. 2 jours plus tard, Vincent Dubois s'éteignit. Dans son testament, il laissa tout à Lucas, non seulement sa fortune, mais aussi ses journaux intimes et des lettres jamais envoyées, fragments d'un homme que Lucas n'avait jamais réellement connu. Au début, Lucas ne savait que faire de cet héritage si lourd. Mais avec le temps, en parcourant ces pages, il commença à comprendre son père d'une manière nouvelle. Des mois plus tard, alors qu'il regardait par la fenêtre de son bureau, dans la ville qu'il avait contribué à bâtir, Lucas réalisa une chose essentielle. Il avait passé des années à courir après le succès pour prouver qu'il n'avait pas besoin de son père. Mais désormais, pour la première fois, il n'était plus en fuite. Il avançait, non pas en refusant son passé, mais en l'acceptant pleinement.